Bonjour David, tu fais partie du groupe AIATJ et tu suis l'enseignement de Maître Gérard Blaise depuis de nombreuses années. J'aimerais que tu nous parles de ton parcours et ce qui t'a amené à suivre son enseignement. Je sais également que tu pratiques l'école de l'Ombre du Dragon, dont le maître est Thierry Doctridal. Pouvons-nous également aborder ce sujet ensemble, si tu veux bien? Mais commençons par le commencement. Peux-tu te présenter et nous parler de ton parcours dans les arts martiaux et plus particulièrement en Aïkido? Bonjour Jean-François. Merci en tout cas déjà de cette interview. Je ne suis pas trop habitué à ce genre de choses et je prends comme un honneur. Si au début je t'avais dit que j'étais pas très chaud pour le faire, après beaucoup de réflexion, je me suis dit finalement c'est peut-être pas inintéressant en tout cas de faire une photographie de là où je suis rendu dans ma pratique, dans ma passion pour les arts martiaux. Et donc merci encore, bienvenue chez nous, bienvenue en Vendée à Mouilleron-le-Captif. Donc j'ai commencé les arts martiaux, j'ai eu une toute petite expérience. Alors il faut dire que mes parents étaient des anti-sports, ce qui est assez étonnant, mais ça existe. Donc mes parents n'étaient pas trop fans de sport et comme j'étais un enfant assez dynamique et turbulent, ils m'ont inscrit au judo. Donc j'habitais à l'époque en banlieue parisienne et je vais faire une petite expérience du judo pendant 2 ans. Alors ça va me plaire et malheureusement j'ai pas de chance, je ne sais pas pour quelle raison à l'époque le club va cesser son activité et donc en banlieue parisienne tout naturellement je vais me tourner vers le football, pas très original. Alors il faut dire aussi que mon parcours d'enfant, il est aussi bercé par un grand-père qui était un fan de boxe anglaise, et qui avec mon arrière-grand-père allait au Veldiv, allait voir les matchs de Marcel Cerdan, etc. Donc voilà, j'ai été bercé un peu dans cet environnement. Alors à la fois un grand-père fan de boxe et un père qui était anti-sport, donc tiraillé entre deux mondes. Et donc évidemment l'interdit, c'est toujours vers là qu'on tend, dès qu'on a un petit peu de liberté, c'est vers là qu'on s'envole. Et donc naturellement, vers 17 ans, 16-17 ans, quand je vais quitter le foyer, je vais forcément aller pousser la première salle de boxe pour pouvoir aller pratiquer un petit peu de boxe. Donc je vais faire de l'anglaise, je vais faire de la boxe américaine, je vais faire de la boxe thaï, enfin bref. Et puis il y a l'armée va m'amener aussi au close combat, et puis bref, voilà, je vais faire pas mal de disciplines quelques années plus tard. Alors là, j'ai une vingtaine d'années après l'armée. Il n'y a pas de club de boxe anglaise sur le département et donc du coup je vais m'inscrire à La Roche-sur-Yon dans un club de boxe thaïlandaise pendant quelques années. Alors c'est évidemment une discipline très violente pour lequel j'ai des dispositions techniques. On va dire que je suis plutôt assez doué techniquement. Par contre je ne suis pas un vrai bagarreur. J'aime malgré tout pas trop le conflit. Et donc j'aimais m'exprimer, j'aimais m'entraîner, j'aimais le développement technique plus que le côté combatif. Et puis je vais rencontrer ma première femme, on va avoir un premier enfant ensemble et là je me dis il faut que j'arrête ces sports de destruction, là ça c'est pas bon pour moi et puis c'est pas une bonne image que je vais donner à mes enfants. Et donc je vais arrêter, je crois que c'est en 93, je vais arrêter la boxe. Et puis je suis déjà dans des phases de recherche déjà depuis longtemps, je lis des bouquins, je lis pas mal de choses, je ne sais pas trop ce que je cherche, mais je cherche quelque chose. Puis un jour je vais rencontrer une personne qui va me parler d'un gars qui va ouvrir un club dans la campagne vendéenne, un potier, un truc un peu bizarre. Et c'est comme ça que je vais découvrir l'aïkido. Voilà. Et là, je sais même pas bien prononcer la terminologie aïkido. Et je vais rencontrer un type un peu spécial, qui vient un peu en ermite, et qui a rencontré un japonais qui pratique cette discipline, l'aïkido, de façon traditionnelle.
Et c'est comme ça que je vais arriver à cette discipline et que du coup je vais en faire d'une passion et bientôt fêter mes 30 ans de pratique. Voilà, une présentation assez succincte et courte. Ah non, mais il n'y a aucun problème, hein. Tu évoques les choses qui ont marqué ton parcours et qui t'ont, pour toi, amené petit à petit à aller pratiquer l'aïkido. Donc tu as rejoint le groupe de l'AIATJ pour suivre l'enseignement de maître Gérard Blaise. Donc, qu'as-tu trouvé dans cet enseignement qui a motivé ce choix, toi qui avais été donc testé d'autres arts avant, d'autres sports de combat, on peut même dire, avant de te lancer dans la pratique de l'aïkido? Alors, c'est un peu particulier parce que je vais aller à Paris pour rencontrer le maître japonais de mon premier professeur, qui s'appelait Franck à l'époque, qui m'avait parlé d'un maître, un sensei, enfin, avec tout ce que ça représente à cette époque-là. Pour moi, c'est-à-dire déjà le Japon, c'est totalement inaccessible. Moi, j'ai jamais pris l'avion de ma vie, je suis jamais sorti de France, je parle pas l'anglais. Et là, je découvre une discipline qui est très mystique même pour moi, avec un côté spirituel, un côté voilà. Et donc, ce maître japonais, Ikitsushi Sensei, doit venir en France pour animer un stage. Et donc, on organise le déplacement donc de Vendée à Paris. Et malheureusement, pour des raisons qui lui sont propres à l'époque, fait qu'il va annuler le séjour et que c'est Gérard Blaise qui va, au pied levé, le remplacer pour animer ce stage. Et c'est comme ça, c'est dans ces conditions. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est encore une bifurcation? Peut-être on aura l'occasion d'en reparler, ces histoires de bifurcation. Il y a un changement de route, je le prends, je le prends pas, je le vois pas, bref, je vais quand même aller à Paris malgré tout. Et puis je vais quand même faire le stage malgré tout, et puis donc je vais rencontrer Gérard, et effectivement, à cette époque-là, il y a beaucoup de monde. Un état d'esprit sur le tatami, alors j'ai un an et demi de pratique à cette époque-là, je débute juste, je sais à peine nouer mon hobby de kimono. Et quand même, je trouve quelque chose d'intéressant, en tout cas dans ce qui est exprimé, dans la recherche. On parle d'une discipline déjà qui n'est pas sportive, ce qui est déjà quand même assez particulier dans le monde des arts martiaux, puisque moi, tout ce que j'ai appris jusque-là, c'est plutôt et on y reviendra peut-être tout à l'heure, et plutôt des sports. Alors déjà des sports, des compétitions, de la dualité, besoin de s'exprimer, d'être le plus fort, besoin de reconnaissance. Et là, en aïkido, on me dit non, mais ça, c'est pas ça. Et puis là, déjà, tu n'utilises pas ta force musculaire. Alors ça, c'est compliqué parce que moi, j'ai toujours appris à me protéger, à me mettre en garde et à frapper le premier. Et là, on me dit non, surtout, tu te défends pas et t'attaques pas. Alors, j'ai été amené à faire un gros travail sur moi. Et puis, ce premier stage, on est très nombreux à Paris. Et comment dire, j'ai un souvenir quand même assez frais. J'ai l'impression, en tout cas, que cette personne qui anime ce stage, donc Gérard Blaise, est finalement assez accessible. En tout cas, il n'est pas au sommet de quelque chose, il n'est pas inaccessible. Et ça, je trouve ce comportement assez intéressant en termes d'humilité. Je me dis là, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant. Bon, avec mon professeur Franck, qui lui a des idées très arrêtées, très traditionnalistes, lui ne porte pas Gérard Blaise dans son cœur. Bref, on va se séparer très rapidement, et donc du coup, je vais être accueilli par un autre dojo à Noirmoutier, le club de Thierry Chenel, qui lui fait partie et suit l'enseignement de Gérard Blaise. Et d'ailleurs, tu disais AIATJ, à cette époque-là, c'était encore AFA-TJ, puisque l'association était encore que sur le territoire français, mais, enfin, ou en tout cas, s'il y avait déjà d'autres clubs à l'étranger, c'était pas encore très officiel, bref, c'est encore une autre histoire. Et alors Noirmoutier, alors
j'y dois quand même une fière chandelle parce que ça me permet là, de vraiment mettre le pied dans l'association AFATJ et puis donc de suivre vraiment l'enseignement de Gérard Blaise avec une difficulté notable, c'est que par rapport à chez moi, Noirmoutier, c'est 100 km. Donc ça veut dire que à cette époque-là, je fais 100 km aller, 100 km retour toutes les semaines pour faire 1h30 de cours. Et Oui. je peux y aller que le dimanche matin, évidemment, parce que il faut quand même accessoirement que je travaille un petit peu. Donc voilà. Alors, je peux pas dire ce qui m'a amené ça, c'est ce qui m'a amené à la FATJ, à la IATJ, dans le groupe Gérard Blaise. Je peux pas dire s'il y avait des différences avec d'autres formes d'aïkido, parce que je connais pas du tout l'aïkido. Je ne connais que ça. J'ai pas vécu à ce moment-là autre chose. Mais je sens bien, et même mon épouse de l'époque, puisque j'ai divorcé depuis, mais m'a beaucoup aidé parce qu'elle sentait que vraiment, à chaque fois que je revenais de cours ou de stages, puisque je vais faire des stages très rapidement, que c'était bon pour moi. Si c'est bon pour moi, bah, c'est bon pour mon entourage. Si ça me change, moi, ça change aussi mon entourage. Et donc, je vais m'investir beaucoup parce que j'en sais rien en fait, mais j'y trouve mon compte, je reviens nourri. Alors bien sûr, je vais avoir rapidement des douleurs, notamment les genoux, parce que ça c'est un petit peu compliqué. Mais je sens une direction d'études et plutôt une discipline qui va m'amener à faire de la recherche. Moi, dans ma vie, je suis un autodidacte, j'ai pas beaucoup été à l'école, j'ai surtout appris à apprendre. Donc, je vais trouver une discipline qui va m'amener, et un groupe aussi, qui va m'encourager à poursuivre ma recherche. Voilà ce qui m'a emmené en fait à rencontrer la IATJ et Gérard Blaise. Donc tu as accompagné souvent Maître Gérard Blaise en France dans les stages. Tu as également été à l'étranger avec lui. Est-ce que tu peux évoquer de manière assez simple ces moments et aussi parler de ce qu'il y a, peut avoir comme différence de pratique d'un pays à l'autre, de pratiquants à d'autres, et comment toi tu t'es adapté et tu as senti ce travail qui était amené donc toujours sur les mêmes bases, mais qui était vu par d'autres personnes. Alors ça fait plusieurs questions, ouais. Mais pas de souci. Alors déjà, pour certains, on dirait que j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer Gérard de près, et j'ai toujours cette chance-là puisque j'étais encore en stage avec lui ce week-end. Donc je continue effectivement fidèlement à les suivre contre vents et marées. Et en fait, et en même temps, la chance n'a rien à voir là-dedans parce que je me suis autorisé. C'est-à-dire que j'ai organisé ma vie, j'ai fait un certain nombre de choix que certains pourraient considérer comme des sacrifices. Moi, je vais plutôt dire que j'ai fait certains efforts, effectivement, mais quand on fait des efforts par passion, en fait, ça se vit plutôt bien. Donc, effectivement, je vais faire beaucoup de stages avec Gérard. Alors déjà, dans un premier temps, parce que j'ai besoin et j'ai envie de pouvoir m'entraîner plus. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je vais pratiquer beaucoup, progresser très vite avoir un premier grade qui va me permettre effectivement de pouvoir m'entraîner plus en créant un petit groupe et le dojo de Mouilleron. Je vais m'investir beaucoup dans les stages, et puis c'est naturel en fait qu'à un moment donné, il va s'installer une relation avec Gérard Blaise un peu particulière. Alors déjà de base parce que on a aussi des passions hors tatami communes qui peut-être pour notre passion pour les goûts culinaires, qui veut dire que donc on va aussi avoir pas mal d'occasions de se croiser aussi en dehors du tatami. Et puis, naturellement, je vais lui suggérer, lui souffler cette éventualité de pouvoir l'accompagner, et notamment donc, dans ses déplacements et ses stages à l'étranger. Je ne savais pas trop quelle réaction d'ailleurs il allait avoir à cette époque. Et puis, sans hésiter, je me souviens très bien
de cette soirée où tous les deux, pour une fois, on était très clairs et très sains d'esprit. Et donc, il m'a dit naturellement, bien sûr, avec plaisir, si tu veux m'accompagner, ça sera avec plaisir. Et puis j'aurai quelqu'un avec qui partager parce que, bah, évidemment, il a souvent beaucoup voyagé seul. Et donc, on va commencer à partir ensemble en Finlande. Alors la Finlande parce que c'est pas trop loin, parce que c'est 3 heures de vol à peu près, parce que c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc en termes d'organisation pour moi c'est assez simple. C'est 2 fois par an. Je vais l'accompagner à la fois en mars dans le nord de la Finlande et puis aussi en septembre parce qu'il y va 2 fois. Alors plutôt dans le sud de la Finlande. Et là, je vais commencer à rencontrer. Alors, c'est un peu particulier la Finlande parce que, évidemment, Gérard parle pas le finlandais, parle pas très bien l'anglais, il parle par contre très bien l'espagnol. Donc, il va y avoir quelques expériences avec des traducteurs qui vont être pas forcément très très bonnes. Et jusqu'à ce que, en fait, il y a une Finlandaise qui fait partie du groupe, Cisco, qui est en Espagne, qui elle est finlandaise et qui parle très bien l'espagnol. Et donc, du coup, c'est elle qui va finir en fait par maintenant venir faire les traductions lors des stages. Alors la pratique à l'étranger, elle est intéressante parce que justement, si je parle de ces problèmes de langage, de ces problèmes de traduction et de cette barrière de la langue, fait que les gens qui s'investissent, déjà c'est un coût parce qu'il faut amortir les frais pour faire venir Gérard en stage, donc ça coûte cher pour les participants à l'étranger à ces séminaires. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que la barrière de la langue fait qu'ils sont obligés d'être extrêmement attentifs. C'est-à-dire attentifs à ce qu'ils montrent, donc ils filment beaucoup pour pouvoir vraiment travailler et reproduire au maximum après ce qu'ils ont reçu de l'enseignement. Et puis les traductions, il faut qu'elles soient le plus fidèle possible de ce qu'ils témoignent, de ce qu'il veut faire passer comme message. Et donc ça veut dire qu'on a affaire à des gens qui sont très 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 attentifs à ce qu'ils montrent, très attentifs à ce qu'il dit. La pédagogie, à la fois dans ce qu'il explique, mais aussi dans ce qu'il montre et dans son corps. Et alors pour moi, c'est aussi une occasion intéressante parce qu'ils ont, eux aussi, en Finlande, pas souvent l'habitude de voir des étrangers. Et donc, d'accompagner Gérard, je ne me considère pas comme son assistant. D'ailleurs, je fais la petite parenthèse, c'est que la chance n'a rien à voir là-dedans. Moi, j'ai accompagné Gérard et j'étais à 45 degrés, respect de l'étiquette, mais moi j'ai toujours payé mes séjours, j'ai payé mes déplacements, j'ai payé mes hôtels, je ne faisais qu'accompagner. Je ne suis pas un privilégié qui a profité d'une situation. Et en même temps, c'était un vrai privilège pour moi parce que, je ne sais pas, peut-être certains m'ont vu un peu comme l'assistant de Gérard à une époque. Et donc du coup, j'avais toujours une file d'attente sur le tatami pour pouvoir pratiquer avec moi, profiter de ma venue pour pouvoir s'entraîner. Alors, avec des gens qui avaient ou tout le temps suivi Gérard ou pas que, puisqu'il y a des gens aussi qui avaient pratiqué l'aïkido dans d'autres groupes, d'autres façons, d'autres formes de pratique. Néanmoins, s'efforçaient de faire ce que proposait Gérard. Et donc de pouvoir échanger et pratiquer avec ces gens-là, m'obliger quand même à essayer de parler, à baragouiner, on va dire, un petit peu l'anglais. C'est toujours intéressant. Et puis la richesse des voyages, ça a été quelque chose pour moi de fondamental aussi dans mon développement de l'aïkido. Alors je parle de la Finlande, mais mon premier voyage à l'étranger, c'était au Japon. Et là, par contre, j'y suis pas allé avec Gérard, j'y suis allé tout seul. Ça a été une expérience intéressante et douloureuse. On en reparlera peut-être, puisque c'était l'année où Ikitsu Sensei est décédé, où je suis parti tout seul à Shingu. Mais où j'ai accompagné Gérard. Je suis allé peut-être une dizaine de fois en Finlande sur les dernières années. Je crois que je suis allé 5 fois en Russie, en Sibérie, à Saint-Pétersbourg. J'ai accompagné Gérard au Japon. On est allé aussi faire même des démonstrations avec Gérard au Japon. Au Japon, j'y suis allé quand même plusieurs fois. J'ai accompagné Gérard aussi en Espagne. Je suis allé à Barcelone, je suis allé à Ibiza. Donc effectivement, puis voilà, pour tout. Et en fait, c'est vraiment le point commun de tous les séminaires que j'ai fait à l'étranger, en accompagnant Gérard en tout cas. Je ne suis jamais parti à l'étranger avec lui pour profiter de la situation et aller visiter le pays ou prendre des vacances. Je suis resté à son service.
Et vraiment, j'ai pu profiter, alors profiter avec aussi des moments un peu compliqués à gérer, parce que ça sous-entend que d'être au service de son professeur ou de son sensei, ça implique quand même des obligations qui sont des fois pas drôles, ça c'est clair, mais aussi qui amènent des moments très très enrichissants.